Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. C'est un débat dont l'issue aura longtemps été incertaine. Finalement, les sénateurs ont adopté dans la nuit de vendredi à samedi à 2 h du matin le projet de loi de réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sans surprise, les sénateurs communistes ont voté contre ce texte. Ils l'avaient d'ailleurs annoncé dès le début des débats. C'est donc grâce aux voix des sénateurs centristes que ce projet de loi a pu être adopté. Pour Valérie Létard, sénatrice UDI UC du Nord, ce texte est loin d'être parfait, mais il est bien meilleur que celui qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale. Pour Geneviève Fioraso, la ministre en charge de ce projet de loi, c'est l'intérêt général qui a primé. Je vous rappelle que l'objectif ambitieux de ce projet de loi est de diplômer 50% d'une génération afin d'élever son niveau de qualification. Alors cet après-midi, retour sur les explications de vote de ce texte. Bon après-midi à tous. Je vais donc, Monsieur Alfonsi, pour explication de vote, Madame Létard après. Oui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, quel était l'objectif de ce texte? Son ambition, donner un nouveau souffle à l'enseignement supérieur et à la recherche par la définition d'une stratégie nationale qui doit être source de cohérence, de coordination et d'efficacité des politiques menées par les différents acteurs. À ce titre, on ne peut que saluer la volonté du retour de l'État stratège. Bien évidemment, nous nous réjouissons de la volonté de l'État de favoriser la valorisation de la recherche. Cependant, nous craignons que les mesures proposées soient insuffisantes, alors que la recherche technologique ne représente que 10% de notre dépense intérieure de recherche. Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que la situation des universités est particulièrement grave pour le quart d'entre elles, et l'adoption de ce texte, sans les moyens financiers correspondants, aboutirait à la mise en œuvre d'une loi LRU déguisée. La sanctuarisation du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du budget de l'État est rassurante, mais elle ne saurait être suffisante. Il faut aller plus loin. Il faudra de nouvelles assurances. Comment les universités répondraient-elles en effet aux attentes de la société si leur autonomie allait se résumer à réduire les dépenses qui permettent de dispenser des cours de qualité dans des conditions d'accueil dignes de ce nom? Le taux d'échec demeure élevé à l'université et nous nous éloignons de l'objectif de Lisbonne qui vise à ce que 50% d'une classe d'âge soit titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur. Mais au-delà de la quantité, c'est bien de la qualité, de l'excellence qu'il faut rechercher. La clarification du paysage des formations grâce à la procédure d'accréditation, la spécialisation progressive en licence et la création de passerelles entre formations devraient participer à l'amélioration de la réussite des étudiants. De même, en matière d'orientation, la mise en place d'un pourcentage minimum de bacheliers technologiques et professionnels au sein des UIT et des STS peut contribuer à la réussite de ces élèves. Notre plus grande déception, toutefois, concerne la gouvernance des universités et nous regrettons fortement que l'amendement que nous avions présenté à l'article 25 et qui a été adopté par le Sénat soit tombé du fait de la suppression de cet article. Il avait pour vertu de permettre la démocratisation de la gouvernance sans ouvrir la porte au bicéphalisme et au risque de conflits paralysants. Nous espérions ainsi que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer le nouveau texte tienne compte de cette préoccupation fondamentale pour les universités afin de ne pas envenimer les relations entre le conseil d'administration et le conseil académique. Nous y serons très attentifs. Il ne convient pas d'ajouter en effet des blocages institutionnels aux problèmes en matière de gestion des finances que connaissent les universités. Pour conclure, il convient de saluer l'engagement et la volonté du gouvernement avec deux réformes encore inachevées mais qui se complètent, celle qui vise à refonder l'école de la République
et celle qui réforme l'enseignement supérieur et la recherche. Aussi, malgré des réserves certaines, mais aussi quelques regrets de ne pas avoir vu davantage de nos amendements adoptés, le groupe RDSE approuvera dans sa grande majorité le texte issu ce soir des travaux de la Haute Assemblée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Valérie Létard. La présidente, Madame la ministre, chers collègues, nous arrivons au bout de l'examen d'un texte passionnant et animé tout en étant serein, et passionnant à de nombreux titres. D'abord, comme je le rappelais, par le fond des sujets traités, leur importance pour l'avenir des universités et de la recherche française, par la nature des débats et bien sûr par les rebondissements que nous avons eus sur ce projet de loi, tous ces rebondissements que nous avons connus collectivement. Avant de commenter le texte qui résulte de nos discussions, je souhaiterais saluer la qualité des échanges qui ont eu lieu entre tous les groupes du Sénat, ainsi qu'avec Madame la ministre et Madame le rapporteur. Nos débats ont été constructifs, chacun a pu défendre ses arguments, faire adopter un certain nombre d'amendements, tout cela sans dogmatisme et sans excès. Je tiens à remercier tout particulièrement la Commission des affaires culturelles, sa rapporteure, avec qui, en tant que rapporteur de la Commission des affaires économiques, nous avons pu préparer ce texte et avancer en cohérence. Je remercie aussi bien sûr la Commission des affaires économiques qui nous a soutenus en amont de cette commission sur un certain nombre d'amendements. Ce n'était pas évident au début de ces débats et le travail que nous avons mené tout au long de ces 3 jours nous a permis, en fin de compte, de donner satisfaction à une certaine partie, effectivement, de ces amendements de la Commission des affaires éco. Sur le fond même du texte, je note de nombreuses évolutions qui vont dans un sens qui me satisfait et qui satisfait mon groupe. Si le travail en commission il n'avait pas abouti à une ouverture suffisante vers nos propositions, maintenant, voilà, c'est recevable. Je tiens à rappeler à cet instant l'adoption d'amendements qui tenaient à cœur au groupe UC-UDI. D'abord, le vote de notre proposition permettant la création d'un véritable statut pour les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif. Celui-ci est une très grande satisfaction. Elle va permettre non seulement une plus grande transparence et une clarification de la situation de ces établissements associatifs, mais aussi la sécurisation des diplômes pour les 77 000 étudiants qui les fréquentent. En second lieu, les propositions de mon collègue Jean-Léonce Dupont sur la publication des statistiques du taux d'intégration professionnelle des étudiants, ainsi que de véritables chiffres des inscriptions dans les universités qui permettront de mieux évaluer la qualité et l'intérêt des formations proposées. Ensuite, l'adoption d'un amendement de notre collègue Hervé Moret visant à régionaliser les épreuves classantes des études de médecine en ouvrant dans chaque région un quota de postes qui soit en adéquation avec les particularités de la région en termes de démographie médicale, qui permettra de commencer à lutter contre les déserts médicaux. Enfin, sur la valorisation de résultats de la recherche, je me réjouis des amendements adoptés à l'article 55 qui devraient permettre une meilleure exploitation des inventions, en particulier vers les PME, PMI et ETI, sans pour autant avoir un dispositif qui ne sécurise pas la possibilité d'aller au maximum de ce qu'on peut faire en matière de valorisation des brevets français. Alors, tout ceci était essentiel pour la compétitivité de nos entreprises, effectivement. La garantie qu'a donnée Madame la ministre sur le brevet unifié européen, quant à son examen et à sa présentation devant le Parlement avant la fin de l'année, est aussi quelque chose qui est important. L'article 38, nous l'avons vu, a intégré des propositions d'amendement des commissions et a satisfait plusieurs de nos groupes aujourd'hui, et je crois que là aussi, cela a contribué à faire évoluer notre position. Au final, chers collègues, nous sommes donc face à un texte qui est loin d'être parfait malgré tout, mais qui est largement meilleur que celui qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale. Les députés centristes, nos collègues députés, s'y étaient d'ailleurs opposés. Les progrès accomplis ont convaincu le groupe UDI-UC de réviser son jugement sur le projet de loi. En outre, alors que nous sommes sur un examen en procédure accélérée, ce que nous regrettons évidemment, cette lecture est la seule occasion pour le Sénat de présenter un texte qui lui appartient, avec des spécificités et des ajouts qui seront discutés en CMP.
Sans cela, et une fois de plus, j'allais dire, la voix du Sénat ne porterait pas. Ainsi, mes collègues centristes et moi-même souhaitons qu'un texte sorte de notre Assemblée. Nous serons donc extrêmement vigilants et combatifs lors de la CMP pour que les avancées que j'ai citées soient maintenues et que les batailles que nous avons menées ces derniers jours se transforment en véritable victoire. En tout cas, c'est pour ces raisons que le vote que vont donner les sénateurs du groupe UCI-UDI sera partagé entre l'abstention et le soutien au projet de loi. Pour ma part, je le voterai favorablement parce que, comme je viens de le dire, je souhaite que ce texte puisse faire en sorte que le Sénat puisse continuer à faire progresser un texte de façon utile et dans l'intérêt général. Merci, Madame Létard. La parole est à Madame Gontier-Morin. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais sans surprise, à l'issue de nos travaux, confirmer notre vote contre ce projet de loi. La discussion et les modifications opérées au Sénat n'ont pas été de nature à changer profondément le texte et, par voie de conséquence, le vote que nous sommes amenés à faire. La suppression puis la réécriture de l'article 38 suite à une demande de deuxième délibération par le gouvernement n'a pas apaisé nos inquiétudes sur les nouvelles modalités de regroupement territorial. Comme je l'ai indiqué, nous attendions en effet des signes de rupture clairs avec les politiques précédemment menées et nous ne les trouvons pas dans ce texte. Les responsabilités et compétences élargies sont maintenues. Il y a également le maintien de la logique d'évaluation mise en œuvre par l'ARS, même si sa dénomination n'a été changée. Il n'y a pas de retour sur l'ANR ni d'encadrement de ces appels à projets qui favorisent l'emploi précaire. Et évidemment, les mesures en faveur de la résorption de la précarité sont extrêmement faibles car il n'y a pas de programmation de moyens et d'emplois dans l'enseignement supérieur et la recherche au stade où nous parlons. Nous déplorons par ailleurs, nous l'avons rappelé à longueur du texte, la focalisation excessive des objectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche sur des visées utilitaristes en vue de retombées économiques et d'employabilité. Donc, encore une fois, nous confirmons notre vote contre. Merci, Madame la Présidente. Madame Bouchoux. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure, chers collègues. 3 points. Des remerciements qui ne seront pas que de forme, un certain nombre de regrets et ensuite le sens du vote. Le remerciement, je voulais commencer parce que peut-être parfois on l'oublie, par remercier la présidente de séance, sans laquelle je pense notre discussion et ça avait déjà été la même chose au moment du vote de la loi Peillon, je pense sans laquelle on va dire la sérénité n'aurait peut-être pas été aussi grande pour nous permettre d'avancer à une heure tardive mais encore raisonnable. Ensuite, voilà, remercier toutes ceux et toutes celles qui ont fait en sorte qu'on ait pu travailler dans de bonnes conditions, y compris toutes les personnes de cette maison. Et nos collaborateurs aussi qu'on a malmenés avec des horaires de travail peut-être pas très corrects non plus. Voilà. Voilà. Alors ensuite, soyons très clairs, on va pas faire la liste de tous les regrets, mais le premier regret, si vous voulez, ça a été dit par notre collègue, tient au fait que l'urgence ait été mise en œuvre sur ce texte. Nous pensons que l'urgence dans ce cas était gage de précipitation et de travail bâclé, et donc plus un certain nombre de pas entendus, de malentendus et de désaccords très profonds. Je pense qu'il faut que l'on retienne que ça n'était pas la bonne méthode. Ensuite, des regrets parce qu'évidemment, il n'y a pas la suppression de l'ANR, ça a été évoqué par certains. La course au projet ne s'arrêtera pas, hein, ça c'est très clair. Je ne parle même pas du fait que ça n'est pas une loi de programmation, puisqu'en fait, on a déjà vu que s'il y avait des postes et de la sécurisation de l'emploi qui ont été annoncés, les 5 fois 1000 postes, on les attend et il faudra vérifier. La sécurisation dans le cadre des protocoles existants, même chose, il faudra vraiment vérifier que ça se fait bien.
Donc, si vous voulez, on est vraiment très loin du grand soir et très loin d'une loi qui aurait été, on va dire, une rupture significative par rapport à ce qu'on attendait. Un certain nombre d'inquiétudes que nous avions ne se sont pas présentées, donc on restera vigilant. Vous connaissez notre inquiétude, notamment par rapport à toutes les questions de brevetabilité du vivant. Il y a quand même eu des points clairement, je dirais, plutôt positifs. On avait un texte qui pour nous était très très mauvais, et là, après un travail collectif, on a un texte qui nous semble moins mauvais, qui tient en compte les contradictions très profondes qui ont été posées, qui pose des questions. Et je pense qu'on veut montrer que le travail au Sénat a un sens, que le travail législatif, c'est de la co-construction et pas uniquement de la démolition, même quand bien même c'est parfois très nécessaire. Donc c'est pas du tout un texte qui nous satisfait sur le fond. C'est pas un grand texte. Il y a des choses qui manquent énormément. Il y a des inquiétudes qui subsistent. Il y a quand même des choses. L'obsession du transfert, on a vu que c'était quelque chose, et je crois qu'on l'a montré dans le dernier vote, y compris sur l'article 65, le transfert à sa juste place, il ne faut pas trop en faire sur le transfert. La discussion sur le brevet a montré qu'il faut être attentif aussi au fait que l'université publique, c'est le bien commun, et donc c'est le partage des richesses vers l'entreprise, mais aussi vers la société civile. Et donc, si vous voulez, nous avons, la liste des regrets est extrêmement longue. Nous veillerons à signaler les modestes avancées qu'il y a eu, et nous aurons la position, on va dire, qui va être à expliciter avec pédagogie, qui est une position de montrer que le travail législatif a un sens, que le Sénat a un sens, et qu'il faut qu'il y ait, si ce texte va en CMP, une copie à présenter face au texte que nous trouvions extrêmement mauvais de l'Assemblée nationale. Donc, entre un texte extrêmement mauvais et un texte pas bon, il faut faire œuvre de pragmatisme. Et donc, on veut que ce texte puisse vivre en CMP. Et après, de toute façon, la CMP pourra trancher. Donc, avec toutes ces réserves, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on attendait, mais on va porter ce texte jusqu'à la CMP et donc nous le voterons. Merci Madame Bouchoux. La parole est à Madame Prima. C'est plutôt bien. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, en début d'examen de ce texte, vous avez exprimé, Madame la Ministre, votre étonnement parce que notre groupe reprochait à ce projet de loi de ne pas être un véritable acte 2 de l'autonomie et dans un même temps, il dénonçait le fait que l'université risque de ne voir son élan brisé. Effectivement, et même après 3 jours de débats motivés de part et d'autre, de débats cordiaux, je dois le dire, nous estimons, et attentifs, nous estimons que ce texte ne porte pas une réforme majeure. La réforme majeure de l'enseignement supérieur et de la recherche a eu lieu il y a 5 ans avec la loi LRU. Votre texte ne revient d'ailleurs pas sur l'acquisition de l'autonomie que vous avez maintes fois appelée de vos voeux, appelant même parfois à davantage d'autonomie. Il donne ce texte un accord tacite sur un grand nombre de mesures que nous avons mises en place, même si bien évidemment vous avez des réserves. Ce texte d'orientation énonce des principes, exprime des intentions, mais n'évoque pas les moyens qu'il consacrera à ses objectifs. Nous l'avons dit, d'autres groupes politiques l'ont dit sur ces bancs, pas de loi de programmation, mais surtout pas d'engagement chiffré. L'enseignement supérieur et la recherche ont besoin d'investissement, ont besoin de visibilité. Vous avez reconnu d'ailleurs, Madame la Ministre, que l'attribution des moyens est une décision qui ne vous appartient pas, en effet, et nous regrettons avec vous alors que vous n'ayez pas été entendu lors des arbitrages. En plus de ne pas être une grande loi, je confirme qu'en l'état, elle fera perdre du temps à l'université. Le projet de loi s'attaque à plusieurs sujets qui sont déterminants pour le bon fonctionnement et le succès de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Tout d'abord, la gouvernance bicéphale des universités avec la création d'un pléthorique conseil académique aux côtés du conseil d'administration, ayant également un pouvoir décisionnaire qui nous semble être une disposition incompréhensible. Elle crée un véritable risque de blocage, nous l'avons plusieurs fois dit au cours du débat, au sein de nos universités, et cela au moment même où celles-ci, et notamment celles d'entre elles qui rencontrent des difficultés dans l'acquisition de l'autonomie, ont besoin d'un pilotage fort. La loi LRU avait simplifié, resserré la composition du conseil d'administration
pour faciliter les prises de position. Vous revenez ainsi sur un acquis qui nous semble essentiel. Second point, la suppression de l'ARS. Nous n'avons toujours pas été convaincus par vos arguments. Vous voulez remplacer cette autorité qui fonctionne désormais et qui est reconnue par nos partenaires européens et internationaux, proposant un dispositif d'évaluation efficace. L'ARS a seulement besoin de quelques améliorations pour satisfaire aussi bien les organismes évalués que les exigences de qualité de notre enseignement supérieur et de notre recherche. Troisième point, les IUT. Nous continuons à nous opposer à la fragilisation de ces instituts qui ne sont pas nos chouchous, Madame la Ministre, comme vous le disiez, mais qui sont des établissements d'excellence. Ils conjuguent plusieurs qualités, proches du monde de l'entreprise. Ils proposent un encadrement des élèves leur permettant de mieux progresser. Les méthodes de travail des IUT sont certainement des recettes à reproduire dans la première année d'université. Dernier point, je terminerai par celui-ci car il est essentiel à nos yeux, il a été déterminant dans le choix de notre vote. Vous supprimez les presses et les réseaux thématiques de recherche avancée qui sont elles aussi des structures d'excellence nées de l'alliance de nos meilleurs établissements. À ces structures, vous substituez des communautés dont le mode de fonctionnement diffère de celui qui existe aujourd'hui. Nous pensons que leur mode d'organisation complexe risque de nuire à leur bon fonctionnement et que le passage des presses à ces communautés risque, une fois de plus, de faire perdre du temps à nos universités. Notre détermination à maintenir l'existence des presses, bien aidée, il faut le dire, par la faible mobilisation en début d'après-midi de votre majorité, ont conduit à la suppression de l'article 38, mais vous avez demandé une seconde délibération pour effacer ce vote fâcheux de notre Haute Assemblée. Certes, vous avez introduit à cette occasion, en seconde délibération, des modifications importantes auxquelles nous sommes favorables, mais nous pensons que nous sommes encore loin du compte. Néanmoins, un de nos amendements que nous avions déposé en même temps que l'UDI a été adopté. Il représente un réel progrès en permettant de clarifier notamment le statut des établissements privés d'enseignement supérieur et de recherche, si toutefois cette disposition parvient à franchir l'étape de la commission mixte paritaire, ce que, évidemment, nous souhaitons. Malgré quelques amendements que vous avez bien voulu adopter et des engagements pris, notamment, je pense, sur la vie étudiante, nous n'avons pu rétablir une gouvernance forte des universités, ni maintenir l'ARS, ni les presses, ni aider les IUT. Nous ne pouvons donc valider ce texte, conservant des dispositions susceptibles de freiner gravement les universités dans le développement de leur autonomie. Je m'associe, avant de terminer, aux remerciements qui ont été émis au nom de notre groupe et adressés à Madame la Présidente, ainsi qu'à l'ensemble des équipes du Sénat qui ont permis ce débat, et à vous-même, Madame la Ministre, qui avez permis ce débat apaisé, serein et attentif, même si nous avons et nous conservons des points de désaccord. Je m'associe également à ma collègue Bouchou, Madame Bouchou, pour les regrets sur la procédure accélérée. Nous voyons que dans cet hémicycle, tous les groupes ont participé fortement à l'évolution de ce texte. Les allers-retours, les navettes sont des éléments importants dans l'évolution d'un texte. Je regrette également donc la procédure accélérée. Pour toutes ces raisons et en regrettant vivement que nos arguments n'aient pas été plus entendus, nous voterons contre ce projet de loi. Merci, chers collègues. La parole est à David Assouline. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure de la Commission, mes chers collègues, nous arrivons à l'issue d'un débat sur une loi d'envergure qui a été néanmoins ici enrichie par des apports sur tous ces aspects et de la part de tous les participants. Je me réjouis que bientôt des coopérations et interactions effectives entre le monde universitaire et celui de la recherche deviennent réalité grâce à des dispositions de rapprochement des structures, mais aussi d'amélioration d'ordre pédagogique. De la même manière, les nombreuses dispositions en faveur de la réussite des étudiants devraient permettre à ceux-ci de choisir leur filière, orientation et voie professionnelle dans de meilleures conditions, car mieux informés, mieux formés, mieux conseillés et bénéficiant de davantage de conseils de la part des structures en charge de leur formation. Cette loi va enfin permettre d'aborder, dans de nouvelles conditions rationalisées et démocratisées, un nouvel âge de l'autonomie des établissements.
chargé d'un nouveau contenu et porteur d'une nouvelle dynamique. Je me réjouis que le dispositif qui nous a été soumis ait été enrichi par les apports du Sénat, ceux votés en commission, puis ceux adoptés en séance. À titre personnel et au nom du groupe socialiste, je me félicite que presque tous les amendements que nous avons proposés durant les 2 étapes de la procédure aient été adoptés. Plus précisément, je suis heureux qu'aient été adoptés ou précisés les points suivants à l'initiative des sénateurs socialistes: l'inclusion des partenaires de la société civile, associations, fondations d'utilité publique, ONG, comme destinataires du transfert de la recherche. À de très nombreux articles dans les codes de l'éducation et de la recherche, cette exigence sera désormais inscrite. Ces ajouts, nous étions nombreux dans cette Assemblée à les réclamer et à les appeler de nos vœux. L'indication que les regroupements d'établissements et d'organismes resteront facultatifs et se feront avec une grande souplesse figure désormais au terme de la loi à l'article 38, dans une version qui, je pense, est de nature à satisfaire le plus grand nombre d'entre nous dans cet hémicycle. 2 dispositions particulièrement importantes concernant les stages étudiants ont été introduites grâce au groupe socialiste. Le droit pour tout étudiant à effectuer un stage pendant les vacances universitaires est une avancée très positive. Les établissements seront désormais tenus de donner une convention à tout jeune souhaitant effectuer un stage en rapport avec sa formation de 2 mois. La garantie est posée pour qu'au cours d'une même année universitaire, seuls les stages s'appliquant à des formations, à des métiers dont la durée de 6 mois est insuffisante, puissent dépasser cette durée. Je suis également très attaché à l'ajout d'une nouvelle compétence au bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants, à qui sera désormais la mission confiée, la mission de préparer les étudiants à leurs entretiens d'embauche. Je rappelle que cette création est le produit d'un amendement dans la loi LRU des sénateurs socialistes. La nouvelle mission d'éducation à la santé des étudiants du Crous constitue aussi un point positif. Les conventions passées entre les formations d'enseignement supérieur des lycées et les universités prévoyant des enseignements communs permettront de faciliter les passerelles pour les étudiants entre ces 2 types de formations. Nous avons aussi obtenu le maintien de la carte de séjour mention scientifique chercheur involontairement privé d'emploi jusqu'à expiration de ses droits au chômage ouverts par ses cotisations. Cette mesure est à la fois emblématique mais aussi de nature à renforcer l'attractivité de l'université et de la recherche dans notre pays. La mise en œuvre du dispositif permettant de favoriser la coproduction des schémas régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avec les autres niveaux de collectivités territoriales et d'en assurer ainsi la portée prescriptive permettra enfin aux régions et à toutes les collectivités d'être associées à la politique d'enseignement supérieur et de la recherche. La plupart donc de nos apports ont fait l'objet d'un quasi-consensus puisqu'ils ont le plus souvent été votés par une large partie de cet hémicycle allant de la gauche jusqu'au centre. Les explications de vote que je viens d'entendre viennent matérialiser ce rassemblement très large qui s'opère pour permettre à ce texte de poursuivre son chemin et d'aller en CMP en portant les souhaits du Sénat. De nombreux amendements défendus par mes collègues issus des différents bancs de cette Assemblée ont aussi fait l'objet d'une large approbation et permis d'enrichir considérablement le texte. Je veux remercier, bien sûr, le travail de la Commission, de sa rapporteure, mais surtout, comme je le faisais dès le début de nos travaux, saluer Madame la Ministre d'avoir souvent pris la peine de nous aider dans ce travail, associant l'ensemble des présents à trouver des rédactions pointues, étant ouvertes à prendre le temps pour trouver les bonnes formulations des dispositions proposées par les uns et les autres et de parvenir ainsi à l'accord le plus large possible sur de nombreux articles. Ça a été décisif. Je ne doute pas que la CMP nous permettra encore de progresser sur certains points. Cela dit, dès à présent, je vous indique que les sénateurs du groupe socialiste tiennent à apporter un soutien entier à ce texte ambitieux pour l'avenir de la recherche et la formation des étudiants. Nous voterons pour le projet de loi issu de nos travaux et le porterons fièrement dans toutes ses dimensions à la CMP. Merci, Monsieur Assouline. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas.
Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. À cet effet, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste sur l'ensemble du projet de loi. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert, mes chers collègues. Mes chers collègues, plus personne ne demande à voter. Le scrutin est donc clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement. C'est pas la peine de mettre.
Résultat du scrutin numéro 280 sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. Nombre de votants 348, nombre de suffrages exprimés 329, pour l'adoption 172, contre 157. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi. Peut-être, Madame Landin, vous aviez demandé la parole. Très rapidement, chers collègues, le Sénat va envoyer en CMP un texte. Il est porteur de la diversité, et je dis bien de la diversité de nos réflexions, et il est porteur aussi des concessions de la ministre, que je remercie pour son écoute, car chacun, avec son expertise, croit détenir la vérité, et pourtant la vérité n'est chez personne, elle est dans l'ensemble et le croisement de nos idées. Le suspense, je peux vous le dire, Madame la Ministre, vous l'avez suivi en partie, a été durable. Aurions-nous un texte en commission? Peu de gens l'auraient parié. Y aura-t-il une question préalable votée par la conjonction de refus, ceux qui veulent plus de CIR, ceux qui veulent moins de CIR, et au milieu, ceux qui trouvent que le CIR c'est bien et les autres qui trouvent que c'est pas bien? Y aurait-il une suite d'amendements de suppression d'articles, nous envoyant vers l'Assemblée un texte complètement gruyère et défiguré? Et puis nous avons eu hier et ce matin des rangs clairsemés, mais vraiment très clairsemés, au point qu'on pouvait se demander si la parole de la majorité existerait. Alors, il faut accuser personne, mais quand même, l'inscription par la conférence des présidents de notre texte avec un jour de retard, sans doute parce que beaucoup pariaient sur le fait qu'il n'y aurait pas de débat, ne nous a pas aidés. Car un jour de retard, le mardi en moins, c'était de longues soirées en plus, c'était le vendredi inhabituel, c'était la fête de la musique. Et nos collègues ne sont pas partis s'amuser, mais beaucoup d'entre eux ont des responsabilités locales et ils accueillaient telle ou telle manifestation. Et beaucoup d'entre nous ici ont dû en faire le deuil. Et il faut le dire, c'est pas très agréable. J'ai une pensée aussi pour nos collègues du RDSE, dont les rangs étaient particulièrement clairsemés. Mais si vous regardez leur implantation géographique, ils sont dans l'eau. Ils sont en train de s'occuper de leur commune et de leur territoire. Et on peut aussi avoir une pensée pour eux. Les débats ont été parfois sur le fil, et pourtant ils étaient très riches qu'on ne peut qu'ensemble regretter quand même l'urgence. Car ce que nous avons arraché parfois dans la douleur ou dans des interruptions, on aurait pu le faire dans une navette. Alors, Madame la Ministre, vous avez une énorme responsabilité. Pour cette loi, nous avons entendu toutes les demandes de terrain, y compris des demandes contradictoires, mais des demandes toutes fort énergiques. L'enseignement supérieur et la recherche, c'est l'avenir. Alors, nous ne formerons pas un bon avenir en adaptant nos vieilles recettes pour trouver des solutions aux mutations sociétales, économiques et environnementales. Donc on a besoin vraiment d'une recherche innovante, partagée avec la société, avec un monde économique capable d'entendre ce qu'est recherche finalisée utile. Que la CMP, Madame la Ministre, ne détricote pas, mettez de bonnes ondes sur cette CMP, tous les acquis dans leur diversité qui ont été ici votés. Et puis, de toute façon, si elle réussit, je rappelle à chacun que ces textes reviennent, qu'ils sont soumis au vote. Alors d'habitude, c'est une banalité, le vote des conclusions. Eh bien là, ça sera le verdict du respect de ce que nous avons porté. Je remercie bien sûr tous les présents, nos administrateurs, si vous savez comme ils nous corrigent la moindre faute de grammaire, avec le souci de l'image du Sénat. Car il n'est pas question d'envoyer quelque chose qui soit de mauvaise qualité, et comme ils savent tout des codes, de nos redondances, de nos doublons, pour nous éviter des erreurs. Je remercie bien sûr au premier chef la rapporteure, qui a bien mouillé la chemise et qui a vécu tous les aléas et les incertitudes que je vous évoquais. Et bien sûr, nous allons changer le règlement du Sénat pour que les commissions puissent choisir
leur vice-présidente préférée, parce qu'elle nous a réussi la loi refondation de l'école, elle nous a réussi la loi ESR, et vraiment, avec un sourire et un rythme soutenu, elle arrive toujours à faire des débats riches. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'associe à ces remerciements les services de la séance et du compte-rendu. Merci infiniment. Madame la rapporteure. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes arrivés au bout de ce que les observateurs nous promettaient comme une épreuve difficile, voire insurmontable. Je ne reviendrai pas sur la description que vient d'en faire notre présidente Marie Blandin, mais c'est vrai que nous avons vécu un suspense assez fort, mais c'est aussi ça la joie du travail parlementaire. Alors nous avons adopté de manière tout de même assez large un texte essentiel. Je vous le disais mercredi, je vous encourageais à rentrer dans ce texte très vaste, très important, certes technique, puisque à travers ces 70 articles, enrichis encore d'articles additionnels qui ont été acceptés par notre Assemblée, plus de 600 amendements, peut-être 700 amendements étudiés. Ce texte traite de sujets complexes, emblématiques des enjeux poursuivis, la parité, le transfert vers la société, le monde économique, la société civile, la formation tout au long de la vie, la gouvernance des universités et de leur regroupement, l'attractivité du territoire, la réforme de l'évaluation, le renfort de l'autonomie, enfin, l'accompagnement de la sécurité. Tout cet après-midi, on a traité de la santé des étudiants. On se disait qu'il y avait encore un chantier à ouvrir. Donc ce texte, à travers ce projet de loi, c'est notre avenir qui est en jeu. Avec la refondation de l'école, il dessine un projet global de société saisissant par sa force et sa cohérence. Parce que l'université est un levier indispensable du redressement de la France, ce texte que nous avons adopté ce soir, cette nuit, répond à une exigence démocratique, une nécessité sociétale de l'évolution et du partage de la connaissance qui font la force d'une grande nation. Et je crois qu'on a participé tous ensemble à un acte législatif de grande qualité, collective, et nous avons fait preuve d'une extrême responsabilité. L'enrichissement et l'approbation d'une loi majeure pour l'avenir de notre société qui concrétise une des priorités du président de la République, à savoir celle pour la jeunesse, pour l'avenir de notre société. C'est aussi un acte qui marque l'honneur de notre Assemblée, l'honneur du Sénat. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Avoir su travailler un texte transmis de l'Assemblée nationale dans un contexte de doute sur son aboutissement, compte tenu des votes exprimés au Palais Bourbon, ce texte nous était arrivé comme un produit fini qui n'aurait justifié, qui n'aurait pas permis, devant les équilibres politiques en présence dans notre Assemblée, la discussion approfondie, voire même la simple discussion. Or, après presque 8 heures de travail en commission, plus de 26 heures de débat public, notre capacité à faire a produit cette conclusion qui est une belle démonstration de ce que le débat politique sincère, respectueux, constructif peut apporter concrètement à l'activité législative. Peut-être même que c'est l'étroitesse de nos équilibres qui nous a valu quelques émotions d'ailleurs ces dernières heures, cette étroitesse qui a rendu nos débats et notre écoute dans le respect des uns et des autres, sans polémiques inutiles. Je vous remercie tous d'avoir su éviter ces polémiques inutiles qui peuvent démarrer d'un seul coup comme un coup de grisou et qui entravent définitivement le débat. Et nous avons su éviter ces polémiques inutiles. Et à mon tour, je voudrais remercier notre présidente qui a su nous guider avec beaucoup de douceur, je pourrais dire, mais aussi de fermeté et de savoir-faire pour que nos débats restent fructueux et le plus souvent sereins. Alors je suis très heureuse, je pense que nous pouvons être fiers collectivement et je remercie chacun d'entre vous chaleureusement pour ce bon climat de discussion. Ces heures de débat, si elles n'ont pas totalement convaincu, j'ai bien entendu les explications qui ont été données, elles ont tout de même permis d'apporter des précisions, de rassurer,
d'ouvrir des pistes de compréhension et de rassemblement qu'il nous faudra préserver et faire grandir. Alors c'est un moment extrêmement positif pour vous, Madame la Ministre, qui vous êtes investie si fort dans la défense de ce projet au service de la Nation. Et je veux remercier moi aussi notamment tous ceux de nos collaborateurs dans cette belle maison qui nous ont permis de faire ce travail fructueux, qui nous ont facilité le travail. Et comme le disait Madame Blandin, grâce à une excellente technicité, nous apprennent tous les jours un peu plus le maniement des codes et nous permettent d'y trouver du plaisir. Et puis, je voudrais avoir un dernier clin d'œil, en sachant que j'aurais forcément oublié quelques personnes. J'allais oublier les membres du cabinet qui ont beaucoup donné aussi et qui ont su travailler avec nos collaborateurs pour que le travail soit bien préparé et que les difficultés soient aplanies. Mais je voudrais, dans un dernier clin d'œil, dire que ça a été un beau moment de mobilisation intense, même si les présences étaient rares, des vraies forces vives de notre Assemblée, dans laquelle les femmes ont été particulièrement présentes. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur Alfonsi, vous vouliez dire un mot avant Madame la Ministre? Un mot, Madame la Présidente, il n'est pas d'usage de m'exprimer à la fin d'un débat, après les mots du rapporteur et de Madame la Ministre, mais je ne fais pas preuve d'une grande assiduité dans cet hémicycle. Au demeurant, tout le monde a dû s'en apercevoir. Mais ce sont des choses qui n'est peut-être pas nécessaire de dire. Et j'ajoute que je ne tiens pas une comptabilité notariale des gens qui sont présents dans cet hémicycle, dans tous les groupes. Et quand Madame Blandin a observé avec une attention, une vigilance particulière l'absence des membres du groupe de RDSE, imputant sans doute leur absence à des dégâts dans le sud-ouest, je ne pense pas que ce soit le seul motif. Tout le monde s'en était aperçu. Et il n'y a pas que la représentation du Sud-Ouest, et tous les membres du RDSE ne sont pas dans le Sud-Ouest ce soir. Ils peuvent être absents pour d'autres motifs. Tous les autres groupes s'en étaient aperçus. J'aurais souhaité que vous-même fussiez dans cette situation. Merci, Monsieur Alfonsi. La parole est à Madame la Ministre pour conclure. Oui, je ne voudrais pas trop prolonger ce débat, sinon on va croire que ça s'est tellement bien passé qu'on n'arrive pas à se quitter finalement. Mais on se retrouvera. Donc merci à tous. À mon tour, je voudrais remercier la présidente, chère Marisa. Décidément, ça va devenir un peu le trèfle à quatre feuilles de cette haute assemblée. Donc il va falloir aussi l'aménager parce que il faut que les autres présidents également soient sollicités. Mais la douceur cache parfois de la fermeté et j'ai trouvé que vous possédiez très bien et maîtrisiez très bien ces deux qualités. Merci aussi à Dominique Gillot. Moi, je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est que l'enseignement supérieur et la recherche, certes, ça donne une grande responsabilité parce qu'effectivement, on préfigure l'avenir, mais ça donne aussi de grands bonheurs. Quand on va dans un laboratoire, quand on va dans un amphithéâtre et qu'on rencontre les étudiants, on est ressourcé d'une façon absolument formidable. Je trouve que c'est une délégation qui contraint à la générosité et à la projection dans l'avenir. Et ça permet ensemble de se projeter finalement, de se tirer ensemble vers le haut. Et j'ai trouvé que pendant ces débats, au cours de ces 3 journées, on n'est pas d'accord sur tout, ça me paraît normal. On ne converge pas sur tout non plus. Parfois, chère Corinne, moins par moins, ça finit par faire plus. C'est Woody Allen qui l'a dit avant moi. Mais malgré tout, ensemble, on peut avoir des échanges d'une grande qualité. Et je trouve que finalement, on y met tous de la passion. Ce sont des sujets qui passionnent. Et on a eu un débat qui n'a pas été un débat technique. Moi, j'ai trouvé qu'on avait échappé à un débat technique sur tel ou tel article. On a eu un débat qui a discuté vraiment de problèmes, comme l'a dit très bien Dominique, de problèmes de fond. Parce que finalement, à travers l'université, la recherche, on touche à toutes les questions auxquelles la société est confrontée.
toutes les questions aussi qui parfois peuvent susciter des craintes, des appréhensions. On touche au contexte économique dans lequel nous vivons et nous savons que les étudiants aujourd'hui vivent dans des conditions parfois difficiles et que cela affecte aussi leurs résultats. Donc ça nous donne certes des responsabilités, mais une ministre travaille avec un gouvernement, avec un président de la République et travaille avec 2 assemblées. Donc nous sommes tous collectivement responsables et je crois que c'est ça qui nous a rendus aussi responsables et j'allais dire aussi contributeurs d'un débat digne. Alors je dois dire que l'atmosphère ici, je dirais pas qu'elle est feutrée, mais malgré tout, elle pousse à la sérénité, peut-être davantage que dans une assemblée que j'ai bien connue pendant 5 ans, qui est l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que les administrateurs, mais aussi l'ensemble du personnel de la séance, y contribuent grandement et je les en remercie parce qu'on travaille mieux dans la sérénité, sans stress et sans aucune invective. Encore une fois, je ne vous fais pas un discours bisounours. Je crois que nous étions là aussi pour confronter nos points de vue, mais je me réjouis vraiment du fond du cœur des convergences que nous avons pu trouver. Et puis rien n'est fini, les grands soirs, je crois que ça n'existe plus. Il n'y a que des soirs où on essaye de dégager des perspectives, d'avancer pas à pas, d'avancer, j'allais dire, en honnête homme, en honnête femme. Beaucoup de femmes, hein, ça a peut-être contribué aussi à la réussite de ce débat que personne n'avait vraiment préconisé. Enfin, on m'avait dit, attention, au Sénat, en ce moment, c'est difficile, c'est tendu, tu vas voir, tu vas te faire dépecer ce projet de loi. J'ai trouvé que non, qu'il avait été au contraire enrichi. Je voulais tous, de tout cœur, vous en remercier et surtout vous remercier d'avoir compris les 2 priorités qui sont celles du gouvernement et que ce projet de loi incarne, et oui, qu'il incarne avec ambition. Sans grand soir, on peut quand même avoir de l'ambition. Et ces 2 priorités, c'est la réussite des étudiants. Une priorité essentielle sans laquelle notre avenir ne sera pas le même. Et la seconde ambition, c'est une ambition partagée. Je crois que c'est important, Marie-Christine l'a dit, partagée pour la recherche. Alors tout n'est pas fini, Valérie l'a bien dit. Nous allons travailler encore à la CMP, nous allons travailler encore à l'Assemblée nationale et surtout nous allons travailler ensemble. Et je compte sur vous, je compte sur l'Office parlementaire, je compte sur chacun des parlementaires pour m'aider à avancer pour les mois que je passerai comme ministre, mais surtout pour faire avancer le projet, parce qu'au-delà des personnes, c'est bien tout l'avenir de notre pays qui se joue. Merci à vous toutes et à vous tous, et très bonne fin de fête de la musique quand même, Marie-Christine. Merci. Merci, Madame la Ministre. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Je vous rappelle donc que le projet de loi portant réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche a été adopté dans la nuit de vendredi à samedi par les sénateurs. Bonne fin de journée à tous.